Parfait. Donc bonjour et bienvenue à tous. Merci du coup de votre participation à cette nouvelle web TV à laquelle on a invité les Gîtes de France représentés par Floriane pour nous expliquer en fait un petit peu leur mission, leur projet, etc. Et du coup, donc n'hésitez pas, Floriane, c'est toi qui vois si tu veux qu'on puisse poser des questions pendant la présentation ou si tu préfères les avoir à la fin. D'accord. Bonjour à tous. Alors, vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Moi, ça me pose aucun problème. Je vais démarrer peut-être une présentation rapide de la marque. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, je peux y aller? Vas-y. C'est bon? Alors déjà, en quelques chiffres, la marque Gîtes de France aujourd'hui, c'est presque 70 ans d'existence. On est sur le deuxième parc d'hébergement chez l'habitant en France et c'est environ 5 millions de vacanciers à l'année. Plus précisément, dans le Puy-de-Dôme, aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. On représente un parc d'hébergement d'à peu près 900 hébergements, environ 600 propriétaires. Et pour l'année dernière, on a dépassé les 5 millions de chiffre d'affaires. Alors, à quel type d'hébergement la marque peut s'adresser? Donc, ça peut être un gîte. Donc, un gîte, aujourd'hui, ça peut être une maison indépendante à la campagne, mais ça peut être aussi une maison mitoyenne, un appartement en ville. Voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui. Le fil conducteur, vraiment, ça va être la qualité de l'hébergement. Et ça peut être également des chambres d'hôtes, donc des chambres d'hôtes en ville ou à la campagne également. Donc la chambre d'hôte, pour rappel, c'est voilà, une chambre privative avec sanitaire privatif et petit déjeuner pour le client. Et après, on a également voilà, des gîtes de groupe, des gîtes d'étape. Donc c'est quand même un, une possibilité voilà, de nombreux types d'hébergements. Et vraiment, ce qui guide tout ça, c'est la qualité. Nous, ce qu'on propose, c'est un réel accompagnement du porteur de projet qui peut intervenir à différents niveaux. Donc, par exemple, on a des porteurs de projets qui nous contactent au tout départ de leur aventure, on va dire, donc avec des biens qui sont totalement à rénover. Et à ce moment-là, on va leur proposer de les rencontrer. Généralement, on propose également un rendez-vous sur les lieux. Ça nous permet voilà, de valider l'environnement, de voir le type de bâtiment qui sera rénové. À la suite de ça, généralement, on met en relation les propriétaires avec le CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Ça permet de faire une critique constructive des plans qui ont été établis. Et ensuite, donc, intervient la phase de travaux. Donc, généralement, on laisse le propriétaire, voilà, le temps dont il a besoin pour réaliser ses travaux. On peut l'aider plutôt en deuxième phase de travaux, puisqu'on a négocié des partenariats. Enfin, on a négocié des réductions avec des partenaires. Donc, ça peut être des personnes qui sont professionnels de la literie, vendeurs de peinture, de décoration, etc. Donc ça peut vraiment aider quand on est dans la deuxième phase, aménagement, finalisation du projet. Et nous, ensuite, on va revenir pour faire la visite d'agrément du bien. Donc la visite d'agrément, c'est une visite qui dure environ 2 à 3 heures suivant la superficie et qui va permettre à la personne des Gîtes de France de prendre toutes les informations techniques, de réaliser des photos professionnelles, ça c'est très important, et des plans. Donc les personnes qui nous contactent avec des biens qui sont déjà terminés ou qui sont déjà commercialisés via d'autres plateformes arrivent à cette étape. Donc à la suite de la visite d'agrément, on va commercialiser le bien. Donc la commercialisation, il y a 2 possibilités. Donc soit le propriétaire ne souhaite pas s'en occuper du tout et souhaite nous confier la gestion de ses réservations en totalité.
Donc dans ces cas-là, c'est tout à fait possible et nous, on va donc, s'occuper de la promotion, de la réalisation des contrats, on va s'assurer, des paiements et donc le propriétaire va prendre le relais, une fois que les clients arrivent, devant le gîte. Ou alors le propriétaire souhaite un petit peu plus de liberté et c'est tout à fait possible également et dans ces cas-là, on peut proposer, ce qu'on appelle un planning collaboratif. Donc on a un planning en commun et Gîtes de France, vient en apporteur d'affaires. Donc le premier qui a une demande sur une disponibilité la prend et le propriétaire a également la liberté de faire des contrats de son côté. En en service exclusivité, quand le propriétaire nous confie, la gestion de ses réservations, je trouve que c'est important de rappeler qu'il est toujours chez lui, donc s'il a besoin de fermer, des périodes, pour profiter, du gîte pour lui, c'est tout à fait possible. On est très flexible à ce niveau-là. Ensuite, on a d'autres services, donc on a le service, conciergerie. Donc ça, c'est pour les propriétaires qui, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'occuper de la gestion physique du bien, donc qui peut aller de l'accueil au ménage, à la blanchisserie, et au départ. Donc il y a également, la possibilité de faire des entretiens extérieurs et cetera. Donc ça, c'est un service qu'on propose également depuis, presque 2 ans et c'est voilà, il faut prendre contact avec nous et on établit vraiment un devis à la carte suivant les besoins. On a également mis en place, depuis aussi 1 an et demi, presque 2 ans, la multidistribution. Donc ça permet aux propriétaires qui le souhaitent qu'on qu'on distribue également leurs, biens sur, des plateformes, avec lesquelles on a passé des accords. Donc on a Abritel, Airbnb, Holidu et Home2Go. Donc ça, ce sont des plateformes, les 2 dernières, plutôt pour la clientèle scandinave, qu'elles sont un petit peu moins connues, mais elles marchent bien avec cette clientèle-là et donc ça, c'est avec l'accord du propriétaire, sans surcoût pour lui, ça c'est important de le dire et on gère vraiment tout pour le propriétaire, donc c'est assez transparent, pour lui. Voilà et on propose également, le classement meublé de tourisme, donc généralement, c'est un classement qu'on fait également quand on fait une visite de labellisation. Heu, donc ce classement, qui est permet, d'avoir, un calcul de taxe de séjour, un peu simplifié et puis également de bénéficier d'un abattement fiscal suivant, le statut, du propriétaire. Voilà, donc ça, c'est à peu près les grandes lignes, de la marque. Donc je ne sais pas si vous avez des questions? Ça a l'air clair. Après, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai essayé d'être concise, mais voilà, s'il y a des points particuliers sur lesquels, vous souhaitez ah oui, je vous ai pas parlé du coût, ça c'est important quand même. Mmh. Heu, donc nous, on fonctionne avec une cotisation annuelle qui est comprise entre 200 et 300 €. Donc après, on vous fait bien sûr un devis personnalisé. En fait, c'est 35 du montant de la première semaine d'août. Si vous rentrez en cours d'année, on proratise bien entendu la cotisation et ensuite on va venir, prendre des commissions sur les réservations qu'on fait. Donc les commissions, le taux le plus bas, il est à 11 et le taux le plus haut, il est à 17 et en fait, ça va varier suivant le mode de commercialisation que vous choisissez. Heu, on paye tous les propriétaires le mardi qui suit l'arrivée des clients, et quand alors ça, c'est un petit avantage, mais qui est quand même à noter, c'est que quand il y a une réservation qui est ferme avec, le paiement d'un acompte, si le client annule, nous, dans tous les cas, soit on reloue, soit on vous doit la semaine. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça permet d'avoir une vision, du chiffre d'affaires, à long terme, c'est intéressant. Voilà. Du coup, pas de questions?
Marie, vas-y. Ouais, moi j'en Ben, aurais bien. Mais ça se trouve, tu peux les apporter aussi, Mégane, mais j'en profite, notamment par rapport à la taxe de séjour. Du coup, Gîtes de France, vous la prélevez aussi directement quand les clients payent. Enfin, Oui. Ah oui, alors ça c'est important aussi. C'est vrai que quand le propriétaire nous confie la gestion de ses réservations, sur les contrats qu'on fait, on s'occupe de la taxe de séjour, donc on la collecte et on la reverse pour le propriétaire. ok. Et du coup, vous la reversez, mais directement au propriétaire qui doit ensuite la reverser à la trésorerie ou comment ça se passe? Non, non, pas du tout. C'est le propriétaire, en fait, pour lui, il s'en occupe pas. Pour tous Ouais. les contrats qu'on fait nous, vraiment, ça passe que par nous et on reverse directement à l'organisme Ok. par bénéficiaire. contre, oui, par contre, bonjour. Par Bonjour. contre, pour est-ce que c'est au propriétaire de déclarer euh, le- la semaine, par exemple, d'occupation du gîte, donc pour le paiement de la taxe de séjour? Donc c'est vous qui vous occupez de payer la taxe de séjour à qui de droit, mais c'est toujours au propriétaire de faire la déclaration à la commune ou communauté de communes qui collecte, bon, Si vous nous confiez la gestion des réservations en totalité, la taxe de séjour, pour vous, c'est quelque chose que vous oubliez. Vous ne vous en occupez pas, on s'en occupe de A à Z, en fait. Ça, c'est vraiment important. d'accord. Mais alors, ça veut dire que vous envoyez aussi le registre à chacune des communautés de communes Oui, c'est ça. qui récupèrent la taxe de séjour? Oui, dans le Oui, cadre d'une gestion partagée, du coup. Parce que gestion complète, en effet, oui, du coup, c'est Gîtes de France qui s'occupe de tout. Mais dans le cadre d'une gestion partagée, comme il peut y avoir des locations qui sont faites via Gîtes de France ou en direct via le propriétaire, après, je suppose que le propriétaire le met sur son registre, mais indique que c'est Gîtes de France qui reverse cette partie-là. Ah oui. Je sais pas, hein, en c'est une fait, question aussi. pour les propriétaires qui sont en planning partagé, toutes les réservations qu'ils font, eux, ce sera à eux de faire la déclaration et à Oui, eux de reverser la taxe. Mais toutes les réservations qui passent par nous, là, on s'en occupe. Ok. d'accord. D'accord. Merci. Juste pour se rendre compte, en fait, vous êtes en lien avec chaque chargé de récupération de la taxe de séjour dans toutes les communes ou c'est plus Pas facile? les Enfin, com déjà, pas les communes. oui, les Comcom, pardon. Ben, tout est automatisé. Alors après, dans le détail précis, c'est pas ma partie, donc j'ai pas les éléments techniques très précis, mais tout est automatisé. Et Ok. je pense que ma collègue suit ça de près au moment Alors, du où. coup, pareil, quand la réservation elle est faite finalement sur Airbnb ou Abritel, c'est vous aussi Ouais, Oui, c'est pareil, parce qu'en fait, c'est via le canal Gîtes de France c'est ça. qui le fait. Je rejoins ma collègue Floriane. Je représente aussi les Gîtes de France, mais pour le département de la Loire. D'accord. On est, voilà, c'est tout des agences départementales en fait, hein, c'est tout un service de proximité. Donc, nous, dans le réseau, c'est tout des agences qui fonctionnent par département. Globalement, on a le même système de fonctionnement avec des coûts bon, bah, de cotisation ou de commissions qui peuvent varier d'un département à l'autre. Mais sinon, sur les différentes formules, sur la méthode d'agrément d'un nouveau projet, on est sur, sur le même principe. Et pour compléter au niveau des taxes de séjour, effectivement, on collecte et on reverse directement aux EPCI. Ça se fait tous les trimestres, hein, je crois, de mémoire, où ils nous envoient directement bah, les déclarations qui remontent en fait en automatique en fonction des séjours et du nombre de personnes, et on leur envoie directement les règlements. Ok. Et du coup, juste pour savoir justement, la variation pardon, du tarif de la cotisation, ça dépend par exemple du nombre de services que vous pouvez proposer, peut-être? Alors nous, maintenant, elle est plafonnée à 300 € par Ok, hébergement. d'accord. Donc, ça ne dépassera jamais 300 €. Et Ok, après, il y a des plus petits gîtes, effectivement, ceux qui sont de petite capacité, de 2, 3 personnes, qui payeront même un peu moins cher, effectivement. ok, d'accord. Une question, c'est clair, lorsqu'il y a une gestion en totalité par gîte de
Ah, on n'entend pas. Agnès, ouais, on n'entend pas. C'est Karine, je je crois. Ah non, pardon. Est-ce que c'est plus clair là? J'ai une question. C'est clair en fait parce que c'est une gestion totale par Gîtes de France. Et comment pouvez-vous aider donc les propriétaires en gestion partagée la collecte? J'ai pas bien compris comment se faisait le système de collecte. Là, ça, en fait, c'est les enfin, c'est les communautés de communes qui envoient aux hébergements. Alors, ça dépend en fait. Par exemple, pour le secteur de la maison du tourisme, ça a été l'année dernière, je crois, harmonisé. Donc, ça veut dire que les tarifs sont les mêmes pour les 4 communautés de communes sur lesquelles on intervient. Par contre, chaque communauté de communes a son propre fonctionnement et ses propres dates, on va dire, ou périodes de réception de l'information. Du type ALF, je crois que c'est qu'une seule fois par an. Tiers d'or et montagne, par contre, ça doit être 2 fois. Et en fait, pareil, ils ont des outils aussi différents. Tiers d'or et montagne, parce que c'est les 2 exemples qu'on a le plus vus. Eux, ils ont une plateforme sur laquelle les hébergeurs peuvent rentrer leur semaine louée. ALF, c'est quoi? ALF, c'est un papier. C'est format. Enfin, ça peut être soit un tableau Ambert Excel. Livradois Forez. Oui, pardon. Ah, pardon. Enfin, je pense Pardon. que c'était la question. Pardon. Madame Goudfangeaille sur Péchadoire, du coup, c'est entre Dor et Allier. Oui, oui. Et je vous enverrai les documents, en fait. C'est un registre. Là, pour l'instant, c'est encore en version papier, on va dire. Et il y a tous les éléments à l'intérieur, mais je vous les ferai suivre, du coup. Oui, sur le secteur, normalement, il n'y a que Tiers d'or et montagne pour l'instant qui a vraiment un logiciel là-dessus. Et après, en fait, du coup, il faut rentrer en effet toutes les semaines ou toutes les nuitées que vous avez pu avoir. Et l'important, c'est surtout de bien connaître le montant de la taxe en question, qui varie en effet selon si vous êtes ou non classé, selon le classement. Plus le classement est haut, en général, si je m'avance pas trop, plus la taxe de séjour est importante. Parce enfin non, elle se calque pas avec le prix de la nuitée, mais voilà, qui dit 4 ou 5 étoiles, du coup, dit une qualité de service un peu plus importante, et donc la taxe de séjour va en fonction. Mais voilà, avantage, elle a été harmonisée. Donc c'est moins. Voilà, on peut plus répondre de manière générique pour le coup. C'est plus simple. Mégane, si je puisse me permettre, je crois que sur Ambert Livradois Forez, on peut le faire tout en ligne sur le site de la communauté de communes. Je crois. Ouais, ils ont une rubrique dans payer en ligne. Je l'ai découvert quand j'ai payé le centre de loisirs. Donc, Alors, ils ont une rubrique taxe de séjour et tu peux tout saisir dessus. Tu peux tout saisir? Ah ok, bah alors autant pour moi. Là tout de suite, ça sert à rien d'y aller, ça mettra que le site est en... Parce qu'ils vont relancer la collecte de cette année en fait. Oui, parce que je crois que c'est printemps. Ils l'ont reprogrammé. Je pourrais le renvoyer le lien, je l'ai dans mes favoris. Ok, bah alors autant pour moi. Oui, non, j'aurais presque dit que le paiement était possible, mais pas le remplissage des infos. Mais sachant que pareil, les communautés de communes, donc en effet, voient avec Gîtes de France entre autres, mais normalement ils ont je sais pas si on peut appeler ça un accord, mais quelque chose dans ce goût-là, on va dire, qui permet du coup aux plateformes, notamment Airbnb et Booking, je crois, à minima, de pouvoir en effet reverser la taxe. Alors, la taxe, donc, ça veut dire elle est comprise dans le prix que paye le voyageur, enfin le vacancier, et voilà, cette taxe, elle est reversée pareil automatiquement aux communautés de communes. Enfin, ou aux EPCI d'ailleurs. Donc ça veut dire que ceux qui passeraient par ces plateformes, il n'y aurait pas besoin de les rentrer dans le registre, si je suis la logique. C'est ça. Ouais, normalement oui. Après Airbnb, de mémoire, ils ont tellement de nuitées, en fait, eux, je crois qu'ils vont pas du tout dans le détail. Alors j'avoue honnêtement, on a fait une web TV au début de l'année sur les taxes de séjour, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc je m'en souviens plus exactement. Mais après, moi, j'aurais quand même tendance à indiquer aux prestataires, donc aux hébergeurs, de bien noter à la rigueur toutes leurs semaines louées, et par contre ne pas indiquer le montant, par exemple. Indiquer, je ne sais pas s'il y a une case observation ou pas, mais mettre dans l'observation, par exemple, que cette taxe a été prélevée directement par Airbnb, Gîtes de France, etc., etc. Je pense pas que ça fasse de doublon. Je suis pas sûre.
Mais faudrait que je regarde, faudrait que je vérifie. Je referai peut-être une info là-dessus, sur la lettre d'info de janvier, peut-être. Gîte de France. Pardon, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que du coup ça vous semble clair? Oui, vas-y, Marie. Marie, t'as pas ton micro, Ah pardon, je dis j'attends un peu, s'il n'y en a pas, je peux en poser d'autres, moi. Mais qui peut intéresser tout le monde, hein, pas de souci. Non, c'était plus par rapport au fait que on parlait d'agrément, de classement, qu'on soit bien d'accord. Donc l'agrément des Gîtes de France. Et vous pouvez un petit peu rappeler justement ces deux différences. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que vous faites le classement en même temps que l'agrément? Voilà, si vous pouvez rappeler un petit peu ces deux différences. Le classement meublé, on est bien d'accord, c'est ça dont on parle? Oui. D'accord. Oui, alors en fait, nous, on est agréés pour proposer le classement meublé au propriétaire. Donc, s'il le souhaite, on peut tout à fait le réaliser pour lui. Rappel du tarif? Oui. Donc, nous, on le facture 120 € TTC, c'est valable 5 ans. Et c'est complètement différent de l'agrément Gîte de France. Donc, généralement, ça se complète, mais ce n'est pas du tout une obligation. Généralement, on le fait le jour de la visite d'agrément, mais c'est pareil, c'est pas une obligation non plus. Donc, l'agrément Gîte de France est vraiment indépendant du classement meublé de tourisme. C'est vraiment 2 choses distinctes. Il y a 2 grilles de classement, enfin voilà, tout est différent. Et des fois, on arrive même à des résultats différents. C'est-à-dire qu'on peut être classé 3 étoiles et 2 épis ou l'inverse. Enfin voilà, c'est pas forcément. Ok. Les étoiles, c'est pour le classement et c'est en lien justement avec le tarif de la taxe de séjour, qu'on soit bien d'accord. Et de l'autre côté, les épis, donc Gîte de France, pour le label, quoi. Voilà. Un certain niveau de qualité directement en lien avec Gîte de France. Oui, et qui, en effet, tu fais bien de le rappeler, n'a rien à voir avec la taxe de séjour. Ça veut dire que si vous êtes classé, entre guillemets, que 2 épis, vous êtes considéré comme non classé meublé de tourisme, parce que les 2 épis vont être comme disait Marie, une agrémentation, enfin non pas une agrémentation, mais un classement supplémentaire qui est gage de qualité, mais qui ne permet pas de faire baisser la taxe de séjour. Il y a quand même une logique, je dirais, dans le classement. Il y a quand même une logique dans le classement entre l'agrément Gîte de France qui détermine et la classification. J'imagine que c'est pas quand même aux antipodes. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout aux antipodes, mais c'est simplement que, par exemple, le classement meublé de tourisme, on est sur un logiciel qui ajoute des points, avec des points obligatoires, des points optionnels, certains points optionnels qui peuvent compenser certains points obligatoires. Donc, par exemple, en rajoutant un élément, je dis un exemple, hein, mais par exemple, vous rajoutez une bouilloire, ça va vous rajouter 3 points et vous allez basculer dans le classement supérieur. Alors que le classement Gîte de France, c'est quand même tout à fait différent dans le sens où il y a une personne qui vient, on va dire, apprécier la qualité globale de votre bien, suivant son cahier des charges, mais il n'y a pas de système de points. Donc, par exemple, même si dans l'hébergement, vous avez tous les éléments qu'il faut, mais que vous avez, voilà, quelque chose de vraiment très handicapant, une façade vraiment très laide, ou voilà, ça va peser lourd dans la balance et du coup, ça peut bloquer pour avoir un classement supérieur, etc. Donc, c'est vraiment le classement Gîte de France, on est vraiment sur une appréciation vraiment très globale du bien par un être humain quand même, suivant un cahier des charges. Ce qui n'est pas le cas du classement meublé, qui est vraiment plutôt présence, oui ou non, d'un élément. Il y a une part J'ai une autre question par rapport à ça. On a un tarif pour ce classement en épis? Oui, alors c'est le montant de la cotisation. D'accord, ok, c'est ça.
On est sur nous en fait, si vous voulez, on ne facture pas la visite d'agrément. Ok. Donc après, c'est la cotisation qui vient à être demandée. Et c'est comme nous, pareil, on a un plafond à 300 € et un plancher à 200 €. Ok. Et le classement est pour combien de temps? 5 ans aussi? Non, 3? Non, 5. Alors, nous, on revisite les hébergements tous les 5 ans. Ok, oui, c'est ça. Par contre, le propriétaire, il s'engage sur l'année en cours. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, enfin à la fin de l'année, on lui demande s'il souhaite retravailler avec nous et on lui demande également, suivant quelles conditions, enfin, il n'y a pas de tacite reconduction. Tout peut être re-signé à chaque saison. J'ai une question. Lorsqu'on démarre en fait une activité avec un classement, je veux dire un agrément Gîtes de France avec un certain nombre d'épis, 2 ou 3 épis, comment peut-on faire évoluer dans les 5 ans le logement, continuer en fait à progresser quelque part sur la qualité des prestations? Comment vous nous accompagnez s'il n'y a pas d'autres visites avant 5 ans? Alors, déjà le jour de la visite d'agrément, s'il y a des pistes d'amélioration, ça on en parle généralement, assez longuement d'ailleurs, parce que souvent c'est des sujets passionnants. Et après, nous, on est à votre écoute. Donc, si vous avez le souhait de faire évoluer votre hébergement, de le faire monter en gamme, nous, avec grand plaisir, on vous accompagnera. Donc, faut pas hésiter à prendre contact avec nous. On peut éventuellement faire des visites conseils qui sont souvent très riches. Et on travaille aussi avec des prestataires. Donc, par exemple, on peut travailler avec une conceptrice d'intérieur ou voilà, qui peut aussi aider si on souhaite mettre un coup de jeune à son hébergement. Ou, voilà. Donc ça, faut pas hésiter à faire appel avec nous. Après, on s'adapte au maximum suivant voilà, les capacités qu'on a, mais en tout cas, on est à l'écoute. Et du coup, c'est payant ou c'est gratuit également, comme la première visite? Alors, si on fait une visite conseil avec un chargé de développement qui se déplace, on ne fait pas payer, c'est gratuit. Par contre, après, si vous faites appel à des prestataires comme la conceptrice d'intérieur ou autre, il y a généralement une participation qui est demandée au propriétaire, mais on en prend une partie à notre charge. On organise quand même pas mal de formations aussi au cours chaque année qui permet aux propriétaires aussi de pouvoir avoir les compétences nécessaires pour optimiser son hébergement. Et donc, je continue sur mes questions. S'il y a des aménagements nécessaires pour lancer le gîte, donc avec des frais au départ, avant même d'avoir publié, est-ce que là, il y a une participation de Gîtes de France? Pas du tout. Une aide financière ou un accompagnement? Quelles sont les aides que vous pouvez proposer lorsqu'il y a des dépenses liées à un aménagement pour pouvoir bénéficier d'une classification en EPI? Alors, il n'y a pas d'aide particulière, il n'y a pas de subvention. Alors, il y en a aujourd'hui pour les agriculteurs via la Chambre d'agriculture dans le Puy-de-Dôme, en tout cas. Mais alors, il y en a pour la création d'hébergement et je crois que ça peut également s'appliquer à la rénovation d'un hébergement. Donc ça, c'est pour les agriculteurs via la Chambre d'agriculture. Mais après, il n'y a pas de subvention particulière ou de financement Gîtes de France. En revanche, nous, on essaye d'avoir le maximum de partenaires avec voilà, des remises négociées qui vous permettent d'acheter voilà, des biens, ou des meubles ou autres à meilleur tarif. Voilà. C'est à ce niveau-là où on fait le maximum, mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas de financement direct.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un cahier de déclaration. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Un registre, on trouve où le modèle du registre? Maëlle, alors toi, tu es sur Vision Communauté. Bonjour Maëlle. Bonjour. Et donc, du coup, pareil, il y a une chargée de communication, enfin, chargée de projet au niveau de la communauté de communes qui s'en charge et qui te fera passer. Donc, moi, je suis en lien, pareil, je lui fais part de tes hébergements et t'enverra les documents. D'accord. Merci Marie. De rien. Tu ne devais pas nous envoyer des documents? Ça en fait partie. Non, c'était juste. Je vais faire le relais. Est-ce que du coup, au niveau Île-de-France, tout est bon? Tout est clair? Alors personnellement, j'aurais une question par rapport à notre relation en tant qu'hébergeur vis-à-vis des impôts. Comment se déclarent les revenus? Alors, ça c'est une vaste question. Donc, ça va dépendre du statut du propriétaire, puisqu'on peut avoir des propriétaires qui sont en société, des propriétaires qui sont en nom propre. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, il y a le cas classique du propriétaire qui va déclarer les revenus liés au gîte sur ses revenus à lui en micro-BIC. Donc, dans ces cas-là, c'est le cas le plus classique, avec un abattement à 71% jusqu'à maintenant sur les revenus liés au gîte quand on est classé en meublé de tourisme. Mais après, nous, ce qu'on vous propose, c'est un rendez-vous gratuit avec notre expert comptable avant la déclaration, qui permet d'avoir voilà, exactement la marche à suivre pour bien déclarer. Souvent, la première année, les propriétaires le font parce que ça permet de déclarer le plus justement possible. Et après, il suffit de reproduire ça tous les ans si rien ne change. Et donc ça c'est très utile. Petite question là, l'abattement, il n'a lieu que si on est classé du coup? Oui, l'abattement fiscal, il faut être absolument classé. Alors, aujourd'hui, c'est en train d'être rediscuté au niveau du gouvernement. Donc, c'est pour ça que je prends un peu des pincettes. Hein. Ça risque de changer, mais il va y avoir des zones géographiques qui ne seront pas concernées. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas encore sûr. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ça permettait d'avoir un abattement fiscal de 71% quand on déclarait sur ses revenus à soi en micro-BIC. Par exemple, quelqu'un qui va créer une SCI, une SARL ou une SAS, c'est pas le même type d'avantage fiscal. Il y en a également, mais c'est d'autres types d'avantages fiscaux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en démarrant une activité, il faut d'ores et déjà, dans les démarches, prévenir les impôts qu'on est en micro-BIC? Alors, en fait, au début de votre activité, vous devez effectivement déclarer votre activité de gîte. Donc, ça se fait via le formulaire P0I début d'activité. Donc ça, bien sûr, on vous le redit. Hein. C'est P0I début d'activité. Mais ça, si jamais vous passez par Gîtes de France, on vous le donne. Hein. Et ça permet de déclarer l'activité commerciale non professionnelle. Vous obtenez un numéro de SIRET, mais vous êtes toujours non professionnel, bien entendu. Après, il faut également le déclarer à la mairie, mais ça, c'est autre chose. Et ça mène généralement au paiement de la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, en fait, nous, généralement, toujours d'ailleurs, quand vous passez, vous souhaitez adhérer à la marque Gîtes de France, on va vous accompagner dans toutes ces démarches pour que tout soit vraiment carré et que vous soyez vraiment tranquille à ce niveau-là. Hein, Oui, donc c'est la déclaration à mairie qui va générer la cotisation foncière des entreprises? Non, c'est le formulaire P0I. Ah, d'accord. Je le connais pas celui-là.
C'est quoi celui-là? Et Déclaration en mairie, ok, mais celui-là, c'est indépendant des Gîtes de France. Hein. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent louer, ils doivent le faire. Alors avant, jusqu'à je crois il y a 2 ans, c'était à envoyer au greffe du tribunal de commerce et maintenant c'est via le portail du gouvernement. Il y a un portail qui a été créé spécialement, c'est dématérialisé. Est-ce que vous avez une recommandation par rapport à une assurance complémentaire tourisme à prendre par rapport à son assurance habitation? Alors, il n'y a pas d'assurance particulière à avoir. Il faut simplement prendre contact avec son assureur et bien s'assurer que dans l'assurance classique de la maison ou de l'appartement, il y a la mention de location saisonnière qui apparaît. Il faut être très clair avec l'assureur, lui dire que ça va être à destination de location saisonnière et comme ça, il vous fait un contrat adapté. Il n'y a pas d'assurance particulière en plus. Après, nous, on a une assurance également qui peut intervenir si vraiment il y a voilà, des gros problèmes. On est également, nous, assurés à ce niveau-là, au niveau du service réservation. Ça veut dire quoi quand vous dites s'il y a des gros problèmes, nous pouvons intervenir? Ça veut dire quoi précisément? Et vous couvrez quoi? Alors, par exemple, on a eu le cas à la fin du confinement d'un hébergement qui a, je pense, servi de salle des fêtes. C'est assez rare, mais c'était un peu à la suite de la fin du confinement. Et donc, il y a eu des dégradations importantes au niveau des peintures, etc. Et donc, ben là, notre assureur de l'époque a pris en charge le montant des travaux. Voilà. Parce que c'était un contrat qui avait été fait via notre service réservation. Donc après, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas assureur et que c'est très vaste à mon avis, mais un exemple concret, on a celui-là. Après, je vous rassure, c'est quand même très, très, très rare. Sur le Puy-de-Dôme, vous pouvez indiquer le profil un peu des touristes voyageurs? Alors, je suis pas sûre que ce soit lié à la destination. Nous, Puis c'est large, hein. C'est large Ouais. parce qu'il y a plein même pour vous dire, enfin je me permets Floriane, hein, mais Oui, pour oui, vous bien dire, sûr. même nous sur l'ensemble de la maison du tourisme, le profil des voyageurs côté Billon-le-Zoo ne sera absolument pas le même que celui côté Ambert, Saint-Anthem. Pas du tout. Donc ça, c'est compliqué, on va dire, de donner un profil particulier. Après, est-ce que la question, c'est peut-être par rapport au nombre à la capacité du futur hébergement ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. C'était plutôt lié à qu'est-ce que l'on peut conseiller, par exemple, comme activité aux touristes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et puis comment adapter éventuellement le logement par rapport à des demandes qui pourraient être spécifiques, quoi. Par exemple, l'équipement, installation, s'il faut fournir des vélos, par exemple, des VTT, voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Ok. Bah après, c'est vraiment délicat, hein, parce que ouais, ça dépend. Marie, tu pourras plus répondre pour Billon-le-Zoo. Moi, je sais que je pourrais plus répondre pour Ambert et Saint-Anthem. Ambert et Saint-Anthem, clairement, la demande la plus récurrente, Marie-Élise, tu me contrediras ou non, mais ça sera la randonnée. La randonnée et le VTT qui est en train de prendre de l'ampleur. Ouais, mais bon, comme on a quelques prestataires, mais pas très bien répartis, on va dire, sur le territoire. Et justement, par rapport à votre question, le vélo, enfin, la location de VTT peut clairement être un avantage, enfin voilà, ou un service qu'apprécieront, je pense, les
les visiteurs. Après, ils peuvent rechercher du patrimoine un petit peu, ils peuvent... Ça dépend. c'est Ça- varié, hein. Ça Oui, puis dépend ça le dépend profil. comment ils viennent. Voilà, c'est ça. Ça dépend C'est comment ça. ils viennent Il y en aussi. a qui S'ils viennent viennent en juste parce famille. qu'ils ont un mariage, il y en a Mm. qui s'arrêtent parce qu'ils vont dans le sud où ils remontent. Enfin, Ça, il y c'est a... plutôt Pillon-le-Zoo, parce que nous, en été, côté Anvers, c'est quand même Ouais. rarement pas une semaine, hein. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus rarement une semaine complète que quelques jours, quoi. Alors que Mais ça peut être Billon-le-Zoo, c'est quelques plus du jours. passage. Ouais. Mais on peut rester aussi, enfin tout est possible. Il y en a qui se calent aussi sur les événements. Pêchadoir, vous êtes à côté pour Coutelia, enfin pour d'autres événements, même quand c'est le salon de l'élevage, hein, ça va aller chercher loin. Donc il y a de tout, et de toute manière, le magazine que j'ai pu vous présenter présente justement tous les différents prestataires. Donc il y a le choix. Après, si vous avez chez vous des vélos, vous pouvez faire du prêt, mais il y a des loueurs à côté. Il y a aussi, moi je dirais, tout ce qui est le service mis en place par TDM, puisque du coup ça s'étend aussi entre Dore et Allier, et ça peut être intéressant parce que, non, je me fourvoie en même temps. Parce qu'on est sur de la location justement de vélos, mais pour les habitants. Donc ça va pas, ça va bof, quoi. Vous pouvez avoir un très très beau vélo assistante électrique, par contre. Oui, ils sont très prisés d'ailleurs et peu disponibles. Ah, évidemment. Par rapport à cette clientèle de passage, est-ce que votre recommandation, c'est également de proposer donc, non seulement des semaines complètes, mais soit des midweek, soit des... Comment vous... Est-ce qu'il faut jouer, surfer sur cette clientèle de passage pour optimiser l'application? Après, ça, c'est votre choix aussi, quoi. Ça peut être très contraignant de devoir faire les draps toutes les nuits, quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, Non, proposer c'est de une toute façon les réalité des différents choses, je pense. tarifs. Voilà, on propose le tarif à la semaine, on propose le tarif, on peut proposer un tarif à la nuitée, mais sous condition que ce soit de nuitée, quoi. Et surtout, et après, vous pouvez bloquer aussi juillet, août, pour les réserver qu'à la semaine. Mais après, ça peut être dangereux aussi parce qu'on a de plus en plus de courts séjours aussi. Donc voilà, quoi. Mais au moins limité à 2 nuits, que ce soit pas trop contraignant pour vous. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe, d'autant plus que pour Que pas vous êtes faire gîte et pas concurrent, chambre d'hôte, quoi. voilà, c'est ça, pour pas faire de concurrence aux chambres d'hôtes non plus, qui, pour le coup, eux, le côté passage, on va dire, est un peu plus leur fonds de commerce, on va dire. Et puis, comme disait Marie, pour éviter des contraintes Pour vous. de draps, de gestion, de ménage, etc., etc. Après, il y en a hein, qui le font. Enfin, je sais que personnellement, je suis déjà partie plusieurs fois avec Airbnb sur une semaine où on a changé d'hébergement quasiment tous les 2 jours, voire tous les jours. Et les loueurs voilà, louaient pour une nuit, quoi. Mais bon, après l'inconvénient, on va dire, c'est qu'on peut se demander si finalement des choses toutes bêtes, mais bon, en psychotant, on va dire un petit peu, on peut se demander si les draps sont vraiment changés toutes les nuits ou pas, ou si le lit est juste refait, et puis voilà. Donc après, c'est à charge des hébergeurs, je pense, que ça ne soit pas trop contraignant pour vous et qu'il y ait une qualité derrière qui soit constante. Est-ce que du coup, tout est bon? Bonjour, j'avais une question. Alors, du coup, ce qui se fait le plus sur Entre-Dore et Allier, c'est les les séjours courte durée ou plus longue durée? Enfin, c'est quoi les tendances qui se dégagent en fait, principalement? Alors là, je ne saurais pas te dire. Finalement, là, comme avec la taxe de séjour, vous avez plus la réponse. Je n'ai pas regardé le document, mais je demande. Sur Open Pro,
on peut programmer des séjours de 7 jours. Oui. Ouais. Et si par exemple en août, il y a une semaine où on n'a pas de réservation, est-ce qu'on peut mettre cette semaine en location de nuit, 2 jours? On peut changer en cours de route? Normalement, oui. Hein. J'aurais envie de dire oui. Oui, normalement, le open, vous êtes libre de faire. Après, ça veut dire qu'il faut juste bien, par contre, penser à soit modifier le texte, je dirais, parce que c'est souvent dans les tarifs qu'on va indiquer. Je vous donne un exemple concret avec des chiffres fictifs, mais la semaine, pardon, de 800 à 1200 euros. Et en général, entre parenthèses, on va mettre 1200 euros est égal à juillet-août et puis 800 autre période. Et par exemple, 2 nuits consécutives minimum, hors juillet-août. Bah, par exemple, ce texte-là, va falloir penser à le changer parce que sinon, les gens, enfin, moi, la première, si je lis ça, je me dis, ah ben, c'est pas la peine. Du coup, si je veux sur août 2 jours, ça veut dire que cet hébergement répond pas à mes critères. Ça veut juste dire qu'il faut, voilà, bien changer le texte et le tarif, en fait. L'adapter, enfin, le mettre en conséquence. Oui, bien sûr. Mais après, oui, je pense pas qu'il y ait de. Normalement, l'open, justement, c'est l'avantage, on va dire, comme les plannings partagés avec Gîtes de France d'ailleurs, mais c'est que voilà, du coup, vous modelez vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez même faire des promotions aussi. Promotion, ouais. Voilà, ou quand quand vous voyez que une semaine se loue un petit peu moins, vous pouvez décider de mettre, je sais pas, 5-10% ou comme vous pouvez mettre 10% quand la personne prend 2 semaines, par exemple. Ou, enfin voilà, tout est, de mémoire, tout est bien adaptable et tant que le texte, on va dire, suit. Ok, Le texte explicatif, j'entends. merci. Du coup, c'est tout bon? Bon, et ben, je vais remercier bien chaleureusement Floriane pour ces questions qui sont un petit peu parties au-delà de l'Île-de-France, mais auxquelles tu as très bien su répondre. Donc, c'est top. C'est top. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était super. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Oui, à bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au Au revoir. revoir, merci. Merci à Au tous. revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Kenavo.